Et il faut peut-être reculer un peu à l'historique de cette histoire de plans fonciers ruraux comme instrument de formalisation des droits fonciers ou d'enregistrement des droits jusqu'à la délivrance éventuelle des certificats fonciers. Vous savez, les, les- l'accès aux ressources foncières aux gens quand vous n'avez pas droit de propriété, mais vous avez droit d'utilisation, quels que soient vos rapports avec le- les propriétaires, que ce soit eh, que vous soyez membre de la même communauté villageoise, que vous soyez migrant venu d'ailleurs, vous avez droit de couper, d'abattre les arbres, mais vous n'avez pas le droit de planter. Et c'était au début des années 90, quand on a démarré les actions de projet avec les projets de gestion des ressources naturelles, où un des volets essentiels était la gestion des sols, la fertilité des terres, la restauration de la fertilité des terres, avec des techniques qui ne soient pas chimiques, donc pas avec des engrais, mais avec des légumineuses et des légumineuses qui se sont avérées performantes sont des légumineuses ligneuses, ça veut dire des arbres. Il se fait que des zones où des autochtones ne sont pas grands agriculteurs, mais plutôt des chasseurs, des éleveurs, accueillent des migrants qui sont de grands agriculteurs, qui défrichent, et quand ils sont confrontés à la baisse de fertilité et qu'on leur propose la technologie de réhabilitation de la fertilité à travers la plantation de Acacia auriculiformis ou bien du Gliricidia, qui sont des arbustes qui vont pousser, là, ils se trouvent confrontés au refus net des propriétaires pour dire non, il n'en est pas question, parce que planter, c'est la forme d'appropriation, la technique pour s'approprier la terre. Et donc, une des actions engagées par le projet était de rassurer les autochtones, les propriétaires, dans leurs droits, tout en sécurisant l'utilisation par les migrants et les emprunteurs pour que eux, étant sécurisés ainsi, ils puissent améliorer la fertilité des terres. C'est comme cela qu'a été lancée l'idée de transcription, de répertoriage des droits sur les terres à travers l'instrument qu'on appelle le plan foncier rural. Et donc, toutes les terres d'un espace villageois devaient être recensées, passer dessus qui est le propriétaire, quelle est la famille qui est le propriétaire, qui sont ceux qui sont en train de l'exploiter et quel est leur statut sur cette terre. Et on irait jusqu'à délivrer éventuellement, sur la demande des propriétaires, des certificats fonciers. Et ces certificats fonciers ne nécessiteraient pas l'intervention d'un géomètre ou de réalisation de cadastres très raffinés, mais il suffirait que les voisins reconnaissent et confirment les limites des propriétés. On stabiliserait ces limites par des moyens de végétalisation de proximité, etc. C'était ça l'esprit de la chose, le but étant de permettre le développement de pratiques agricoles qui entretiennent la qualité des sols. Mais les choses ont évolué malheureusement d'une autre manière. Et justement, dans leur conception, le PFR était parfait, je dirais, et c'est dans la mise en œuvre et dans la bureaucratisation de leur mise en œuvre, l'embrigadement dans les logiques projets, avec des indicateurs qui sont fixés au départ, comme quoi tel nombre de villages est doté de PFR, ou tel nombre de telle superficie est répertoriée, et avec les procédures de décaissement et autres, et de contractualisation, parce qu'on a fait opérer ça par les bureaux d'études des ONG, et l'outil, quand c'est passé des concepteurs dans les mains des formateurs et ensuite de ceux qui devaient exécuter, ils vont sur le terrain plutôt que de chercher à répertorier tous les usagers d'un espace villageois pour refléter le faisceau de droit qui se trouve
sur une parcelle de terre. Pour aller vite, ces bureaux d'études se sont limités à la seule modalité qui est le propriétaire de cette terre. Et, et dans beaucoup de situations, cela s'est achevé par l'exclusion des utilisateurs, de beaucoup d'utilisateurs. Certains propriétaires qui ne se trouvaient pas à l'aise avec des exploitants qui étaient là de longue date, des propriétaires ou bien leurs descendants surtout. Ce n'est pas les premiers qui ont cédé les terres, mais les générations suivantes qui n'étaient pas rentrées en bon dialogue avec les descendants des premières générations de migrants ont profité de cet instant de répertoriage pour remettre en cause les droits d'utilisation des migrants. Et aussi des femmes et des jeunes. Et donc, l'outil, plutôt que de produire l'effet de sécurisation des utilisations et de l'accès, il a plutôt conforté la propriété et donc a eu une velléité plutôt de droit positif au lieu de produire de l'inclusion sociale autour des ressources foncières. Et il me semble que cette perversion vient de la trop rapide banalisation de l'outil dans la contractualisation avec des bureaux d'études sans un bon contrôle de leur utilisation sur le terrain, la logique projet qui prend du retard dans le démarrage effectif des activités et qui se trouve à mi-temps de parcours, un projet qui devrait se dérouler sur 4 ans, met 2 ans pour finir les formalités d'activation et donc se trouve à 2 ans de son terme et commence à courir pour réaliser les indicateurs qui sont prévus. Et là, on escamote la réalisation des procédures des PFR sur le terrain et au finish, on obtient complètement le contraire de ce qu'on était censé avoir. Ce qu'on voulait éviter, c'est une réduction de ce faisceau à faisceau de droit et l'assèchement de ce faisceau de droit et la limitation des droits d'accès aux droits de propriété, et que l'on sait, a priori, serait dommageable pour beaucoup de catégories de personnes, les jeunes, les femmes, et aurait entraîné une concentration foncière dans les villages qui serait contre-productif, une exclusion des migrants dans des localités où les producteurs de richesse sont les migrants. C'est eux qui produisent la richesse, ce n'est pas ceux qui détiennent la propriété sur les terres qui produisent la richesse. Je pense qu'on a eu à un moment la naïveté de penser que la transcription sur papier de contrats oraux permettrait de stabiliser ces contrats, de faciliter leur transmission à travers les générations. Mais on a eu 2 insuffisances à ce niveau. La réticence d'emblée que la plupart des communautés ont vis-à-vis de l'écrit, non pas parce qu'il s'agit de communautés foncièrement orales et condamnées à l'oralité et jamais versées dans l'écrit, ce n'est pas vrai. La plupart de ces communautés avaient des signes, des moyens d'écriture, de concrétisation, des choses de mémorisation. La réalité est que l'écrit a souvent été utilisé par l'appareil colonial, les élites postcoloniales, pour duper, voler, truander les communautés. Et donc, dès lors que l'écrit apparaît dans ces genres de situations, cela crée tout de suite une réticence et les gens se braquent et le premier réflexe, c'est de sécuriser les propriétés. Et donc, il ne faudrait pas, puisqu'on ne sait ni lire ni écrire, qu'on dise, qu'on fasse foi à ce qui est en train d'être écrit et que cet écrit finalement soit le transfert du patrimoine familial à des noms. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième, c'est la pauvreté du français à traduire fidèlement les diverses modalités de ces droits
de ces contrats que les gens ont habitude d'utiliser et la paresse. En fait, le français comme langue n'est pas pauvre dans la traduction. Je crois que c'est la paresse des gens qui ont, nous tous, à ne pas nous investir sérieusement, à rendre compte fidèlement des énoncés de ces contrats pour que les gens au moins se reconnaissent, ou pour ceux qui sauront lire, les raccourcis qu'on a trouvés en mettant les deux grandes catégories, directes et indirectes, et puis schématiser les indirects de manière très, en nous, comment dit-on, rabattant sur les catégories occidentales, il me semble que c'est les deux grandes erreurs qui ont été commises. Il me semble que si on avait plutôt organisé des échanges, des palabres, des discussions communautaires patientes avec les communautés, on aurait réglé, les problèmes intergénérationnels qu'il y a eu. Les générations précédentes qui sont rentrées dans les contrats fonciers, cédant des portions de terre à des migrants, à des agro-pasteurs, etc., ne sont plus là. Les nouvelles générations avaient besoin de renouveler les types de contrats en tenant compte des nouveaux contextes. Je pense que des palabres et des discussions ouvertes et non contraintes par des calendriers, des chronogrammes de projets auraient pu permettre de faire évoluer les choses dans le bon sens, plutôt que d'avoir eu le rêve que les transcriptions allaient assurer cette, cette transition. Ce qui se passe maintenant avec ces réveils qu'on a eus, avec le glissement vers le droit positif, avec l'assèchement des faisceaux et le droit privatif qui s'installe, et cela accroît les ventes de terre. Même les autochtones qui vont vers la délivrance de certificats fonciers, des attestations de détention coutumière, c'est des pas qui se font dans la perspective d'aller vendre la terre à des gens qui les accumulent et qui excluent les grands producteurs et créent des grands domaines qu'ils exploitent mal et qui, à terme, vont être marchandisés, découpés, morcelés et transformés en... Et donc, on a maintenant un code foncier domanial sur lequel les métiers occidentaux, je vais dire, les géomètres, les notaires, ont réussi dans le dialogue foncier à prendre l'ascendance sur tout le reste et donc à imposer des procédures qui sont véritablement occidentales de privatisation des droits de propriété sur la terre. Et on se demande comment est-ce que cette orientation pourra être infléchie. Et ça, c'est une véritable interrogation que l'on peut se poser aujourd'hui.